session d'IALR en web. Donc, nous avons initié il y a quelques semaines maintenant avec un premier topo que Jean-Christian Slett avait donc abordé sur les césariennes et l'analgésie. Et Arnaud Alloin avait été intervenu il y a une dizaine de jours sur la chirurgie de la hanche. Tous ces topos sont actuellement en replay sur les chaînes YouTube que vous pouvez donc voir en ligne quand vous le souhaitez, bien évidemment, avec le plus grand plaisir. Donc, nous avons la troisième session. Comme IALR, c'est quelque chose de très large, aussi bien dans la LR que dans l'analgésie. On va rentrer dans un remix d'analgésie et d'ALR en fait maintenant parce que donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Régis Fusier de Toulouse, qui travaille dans un domaine d'oncologie très développé, en particulier sur la chirurgie mammaire, carcinologique. Et on sait très bien que c'est une chirurgie fréquente, c'est une source de chronicisation douloureuse, c'est aussi une source de reconstruction de chemins thérapeutiques difficiles, avec aussi des chirurgies itératives et des reconstructions aussi. Donc, ce sont des patients qui vont avoir un chemin compliqué et l'anesthésie loco-originale fait vraiment partie de manière très importante, on va le voir très probablement dans le topo de Régis, sur la prise en charge analgésique, mais aussi dans la réhabilitation globale de ces patientes. Euh, Enfin, ne pas oublier que énormément de blocs ont été développés avec depuis 5-6 ans l'apparition de nouveaux blocs de parois thoraciques. Il est important de faire un petit peu le point sur ces approches antérieures, latérales, postérieures. Pendant longtemps, on avait que la péridurale, puis le bloc paravertébral, puis on est passé en périphérie. Maintenant, on a l'impression qu'on revient vers l'axe neuraxial. Tout ça, ça doit être un petit peu débriefé. Je crois que Régis va nous aborder cela ce soir avec grand plaisir. Je suis votre animateur ce soir. Donc, je suis moi à Rennes, Régis est à Toulouse. J'ai des questions qui vont arriver en direct. N'hésitez pas à me les envoyer. Tout ce qui n'aura pas été répondu pendant le topo par Régis, on les abordera en fin de topo. Donc, je vous laisse. Régis, à toi. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Alors, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu, de faire le point sur les différentes techniques qu'il y a dans le cadre de la chirurgie carcinologique du sein. J'ai volontairement axé ma présentation sur les techniques de locaux régionales et un petit peu moins sur les études qui ont évalué la douleur périopératoire et post-opératoire immédiate et à distance. Alors, en termes de déclaration de lien d'intérêt, rien de particulier, si ce n'est nos partenaires d'IALR, mais ça ne va pas de toute façon modifier le contenu de ce que j'ai à vous dire. D'emblée, rentrons dans le vif du sujet et voyons un petit peu les bases anatomiques. Pour comprendre les techniques d'anesthésie et d'analgésie loco-régionale, il est important de connaître finalement les nerfs qui sont impliqués dans cette région-là. Et j'aime beaucoup ce papier qui a été publié il y a quelques années maintenant, en 2014, dans la revue Regional Anesthesia Pain Medicine, et qui reprend en fait les principaux nerfs qui sont impliqués dans la chirurgie du sein. Ce qui est important de bien garder en mémoire, c'est que la glande mammaire est innervée par les nerfs intercostaux, essentiellement troisième, quatrième, cinquième et sixième racine des nerfs intercostaux. Ces nerfs intercostaux, un peu plus loin, vont donner au niveau de la ligne axillaire moyenne des branches cutanées latérales, qui elles-mêmes vont donner donc l'innervation sur la partie antérieure du sein, mais également des nerfs intercostaux qui vont donner des branches cutanées antérieures. Donc, on retient bien que la glande mammaire, elle est innervée uniquement par les nerfs intercostaux. Je- une petite mention particulière pour la deuxième racine intercostale, qui peut éventuellement donner quelques rameaux sur la partie supérieure de la glande mammaire, mais qui surtout va donner l'innervation du creux axillaire et finir par s'anastomoser avec le nerf cutané médial du bras pour donner donc ce fameux nerf intercosto-brachial. Une fois qu'on a expliqué cette innervation-là, on va rajouter deux nerfs, les nerfs pectoraux, le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial, qui ne vont innerver que les muscles pectoraux. Mais également, il faut parler de deux nerfs qui cheminent au niveau du creux axillaire, qui est le nerf thoracique long et le nerf thoracodorsal. Le nerf thoracique long innervant le muscle serratus ou dentelé antérieur, et le nerf thoracodorsal innervant le muscle grand dorsal. Une fois qu'on a planté le décor, je vais passer sur une photo d'une éther
où on revoit donc ces nerfs intercostaux qui cheminent le long des côtes et au niveau de la ligne axillaire moyenne, il va y avoir donc ces branches cutanées latérales qui vont traverser ce muscle fin qui est le muscle serratus ou dentelé antérieur. À partir de maintenant, je ne parlerai plus que de muscle serratus parce que c'est ce muscle il est appelé comme ça dans la littérature, même si en France, on parle surtout de muscle dentelé antérieur. Mais comme vous le voyez sur ce schéma, les nerfs intercostaux continuent au niveau des côtes pour, en parasternal, finalement devenir superficiels et donner des branches cutanées antérieures qui va innerver la partie interne de la glande mammaire. On comprend dès lors avec ce schéma que lorsque je vais injecter un anesthésique local dans l'espace paravertébral ou en tout cas en périmédulaire, eh bien, avec une seule injection, je vais pouvoir innerver et endormir l'ensemble des branches cutanées de ces nerfs intercostaux. De la même façon, je vois tout à fait que si je réalise une injection autour du muscle serratus, ben, je vais essentiellement concentrer l'anesthésique locale pour anesthésier les branches cutanées latérales et des nerfs intercostaux. Et que si je veux un équivalent de bloc paravertébral lors d'une injection un peu plus, je dirais, distale, au niveau thoracique directement, dans la partie antérieure, eh bien, il va falloir que je rajoute une infiltration parasternale pour bloquer les branches cutanées antérieures. Sur cet autre schéma du néther, on positionne donc les branches cutanées, les branches pardon, latérales, les nerfs latéral, le nerf latéral et le nerf médial des pectorales latérales et pectorales médiales qui vont innerver les muscles pectoraux. À aucun moment, ces nerfs pectoraux ne vont innerver la glande mammaire. Sous le muscle petit pectoral chemine le muscle serratus qui tapisse les côtes qu'on voit à la partie postérieure là, enfin, au fond du dessin, et on voit très bien ce nerf long thoracique qui chemine pour donner l'innervation du nerf du muscle serratus, et un peu plus en postérieur chemine également le nerf long thoracique. On retient que ces deux nerfs sont sur la partie superficielle du muscle serratus. Ce qui veut dire que toutes les techniques où je vais injecter un anesthésique local en superficie du serratus, ben, je vais mettre un anesthésique local à l'endroit où le chirurgien va disséquer les ganglions, va rechercher le ganglion sentinelle ou réaliser un curage axillaire, et également à l'endroit où cheminent ces nerfs long thoraciques et le thoracodorsal. À partir de là, voyons un petit peu les différentes techniques d'anesthésie et d'analgésie loco-régionale. Alors, je vais surtout parler de techniques d'analgésie loco-régionale. Dans notre centre, on réalise systématiquement une anesthésie générale et il nous arrive voire une à deux fois par an, de réaliser ces chirurgies sous ALR seul. La plupart du temps, donc, on combine les techniques d'analgésie loco-régionale à l'anesthésie générale. Tout d'abord, le bloc paravertébral. Je ne vais pas trop insister pour bien insister sur les autres techniques. Il s'agit donc d'injecter l'anesthésique locale dans cet espace-là, donc ce triangle qui a bien été décrit par Karmarkar en 2012, triangle qui est délimité à l'intérieur par le rachis, en postérieur par les côtes et l'apophyse transverse sur lesquelles vient s'appuyer la côte, et en antérieur par la plèvre et le poumon. On comprend dès lors qu'il y a une certaine réticence à réaliser ces blocs par des gens qui peut-être ne maîtrisent pas trop la loco-régionale et avec ce risque réel, hein, même s'il est faible, de pneumothorax. Récemment, Forero, donc ça c'est en 2016, a eu l'idée de voir ce que ça faisait d'injecter l'anesthésique locale un petit peu plus superficiellement. Donc, au lieu d'injecter dans l'espace paravertébral, c'est-à-dire en antérieur de l'apophyse transverse, il a essayé d'injecter l'anesthésique locale sous les muscles érecteurs du rachis. Et il s'est rendu compte que finalement, on obtenait une analgésie qui était satisfaisante. À partir de cette description, on a vu arriver un certain nombre de cas cliniques qui ont montré l'intérêt de l'injection du bloc des muscles érecteurs du rachis dans différentes indications analgésiques ou chirurgicales, que ce soit en injection unique ou que ce soit avec la mise en place d'un cathéter pour une injection continue. Lorsqu'on regarde rapidement cette publication de Bansui de 2019, on voit que l'engouement pour les blocs érecteurs du rachis est réel, avec un nombre de publications depuis 2016, date de sa première description, qui n'a cessé de croître. Et vous voyez qu'en 2018, ce nombre, ce qui fait qu'on a vu apparaître de plus en plus de cas avec de publications sur ce bloc-là. Alors, on sait, à travers certaines études, qu'une seule injection autour de
La cinquième vertèbre thoracique permet finalement une diffusion métamérique intéressante allant de la première jusqu'à la huitième côte. Lorsqu'on regarde un petit peu la ponction, donc ça c'est une vidéo réalisée chez une patiente en décubitus latéral. Toutes les vidéos que je vous présente ce soir, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site IALR. Et je vais juste vous montrer donc l'effet de l'injection de l'anesthésique locale. C'est une ponction dans le plan des ultrasons. La tête de la patiente est à droite, elle est en décubitus latéral droit. La sonde est posée de façon sagittale et sur l'image de gauche, vous voyez donc l'apophyse transverse à ce niveau-là. Donc là, on est au niveau de T3. Et l'apophyse transverse sous-jacente, elle est ici. Et vous allez voir apparaître donc l'aiguille qui va arriver de la gauche de l'écran jusqu'au contact de l'apophyse transverse en traversant ces trois plans musculaires à l'étage thoracique haut, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes et superficiellement le muscle trapèze. Petite information pendant que je lance la vidéo, ce sont des blocs que l'on réalise chez les patients éveillés. On pourra en rediscuter par la suite si vous voulez, mais faites attention au contact avec l'aiguille de l'apophyse transverse parce que ça peut être assez douloureux pour le patient. L'aiguille, elle est positionnée donc à ce niveau-là et vous allez voir, lorsque l'on injecte l'anesthésique locale, bien souvent, on a une diffusion fusiforme de l'anesthésique locale. Voilà, sur plusieurs niveaux. Alors, on n'a pas toujours une image aussi jolie, mais généralement, c'est ce que l'on observe dans la pratique. Alors, le problème de tout ça, c'est qu'on sait que ce bloc se diffuse plusieurs métamères en hauteur, mais aussi latéralement. Mais se pose encore la question en 2020 de comment fonctionne ce bloc. Des images des études cadavériques, pardon, n'ont pas retrouvé de diffusion du produit qui était injecté au niveau des rameaux antérieurs, au niveau de l'espace paravertébral, alors qu'on considère que c'est la technique et l'explication la plus plausible pour l'efficacité. Il n'en est pas moins vrai qu'on a des études IRM où on voit que l'injection sous les muscles érecteurs du rachis et qu'on a un produit de contraste qui se retrouve au niveau péridural, mais également au niveau de l'autre côté. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau clinique, qu'est-ce qui se passe? On a pas mal d'études récentes qui ont été publiées en 2020 et certaines même d'ailleurs qui sont toujours in press et qui devraient sortir en 2021. Je vous ai sélectionné cette étude réalisée par une équipe chinoise, étude multicentrique, randomisée, où ils ont d'un côté comparé un groupe avec une injection de 25 ml de ropivacaïne 5 mg par millilitre sous les muscles érecteurs du rachis versus un groupe placebo. Et les auteurs ont bien montré que on avait une diminution des scores de douleur au repos et à la mobilisation dans les premières heures dans le groupe érecteur du rachis. Tout ça en ayant une diminution de la durée de séjour en salle de surveillance post-interventionnelle, une diminution de la consommation de morphine et, lorsqu'on regarde des scores de qualité de récupération, une amélioration de la récupération dans le groupe érecteur du rachis par rapport au groupe contrôle. Donc, c'est une étude prospective randomisée qui montre l'efficacité de ce produit. Une autre étude qui a été publiée en 2020, là, c'est une étude rétrospective où les auteurs ont regardé dans leur base de données les patients qui avaient bénéficié d'un bloc paravertébral de ceux qui avaient bénéficié d'un bloc érecteur du rachis. Et ils ont fait en fait un appariement au niveau de la population de telle sorte que les patients qui étaient comparés était semblable au niveau de l'âge, de l'index de masse corporelle, des scores d'ASA, de type de chirurgie, la présence ou pas d'un drain et de la durée de chirurgie. Et les résultats de cette étude, certes rétrospective, montrent que le bloc paravertébral fait mieux que le bloc érecteur du rachis sur le nombre de dermatomes qui présentent une perte de la sensibilité, enfin, en tout cas du froid. Par contre, lorsqu'on regarde sur le tableau du bas, dans la partie droite, lorsqu'on regarde différentes paramètres, que ce soit les scores de douleur, la nécessité d'avoir un recours à l'analgésie, les nausées, les vomissements, l'utilisation d'antiémétiques ou l'utilisation opératoire soit de fentanyl, soit de rémifentanyl, il n'existait aucune différence dans les groupes. Encore plus intéressant, puisque là, il s'agit d'une étude prospective randomisée faite par une équipe turque, l'équipe de Gürkan. Trois groupes, patients avec un bloc des muscles érecteurs du rachis, un groupe avec un bloc paravertébral et un groupe contrôle.
Et dans ces auteurs, donc études prospectives randomisées, les auteurs ont mis en évidence que les scores de douleur et la consommation de morphine dans les premières heures étaient statistiquement plus faibles dans le groupe ALR par rapport au groupe contrôle, sans différence entre les deux groupes. Donc aujourd'hui, on en est à la situation que c'est efficace cliniquement, mais se pose toujours la question comment ça marche. Cette étude de Byrne publiée dans Regional 20 l'atteste. Ils ont pris 6 volontaires chez lesquels ils ont fait un bloc au niveau érecteur du rachis. Et chez 5 de ces 6 volontaires, eh ben, la zone où il y a eu une perte de la sensibilité est la plupart du temps restée au niveau de la partie dorsale sans perte de la sensibilité sur la partie antérieure du thorax, sauf chez le 6e cas. Mais dans l'article, ils expliquent bien que ce 6e cas, c'est le dernier cas pour lequel l'aiguille a été avancée dans l'espace paravertébral. Donc finalement, pour conclure, et je reprendrai un petit peu ce papier, c'est une revue de la littérature sur le bloc des érecteurs du rachis qui va être publié en 2021 dans le Journal of Clinical Anesthesia. Les mécanismes d'action restent à ce jour encore sans réponse définitive. Par contre, cliniquement, on a des données dans la littérature qui montrent que par rapport à un groupe contrôle ou un groupe qui n'a pas de bloc, eh ben, le bloc érecteur du rachis améliore le contrôle de la douleur post-opératoire, diminue les besoins analgésiques, réduit le temps de séjour en salle de surveillance post-interventionnelle, améliore la satisfaction des patients, améliore les scores de qualité de récupération à 24 heures. Alors, on a quelques méta-analyses aussi qui viennent un petit peu renforcer ces données. Lorsqu'on compare la consommation de morphine ou l'équivalent morphine des 24 premières heures, eh bien, on voit dans cette méta-analyse que le groupe qui a bénéficié d'un bloc érecteur du rachis est favorable, on va dire, sur la consommation de morphine des 24 premières heures par rapport au groupe contrôle. Il en est de même lorsqu'on regarde les scores de douleur au cours des 2 heures post-opératoires. La méta-analyse va dans le sens d'un effet positif du bloc érecteur du rachis. En revanche, lorsqu'on compare le bloc érecteur du rachis avec le bloc paravertébral, que ce soit en termes des consommations de morphine, mais aussi de douleur, il n'existe pas de différence dans les deux groupes. Donc finalement, pour synthétiser, on a aujourd'hui un bloc qui semble aussi efficace que le bloc érecteur du rachis semble aussi efficace que le bloc paravertébral, mais il faut être clair, on a encore des questions quant à l'efficacité de ce bloc et de savoir exactement comment l'analgésie est réalisée. Dans la deuxième partie, je vais maintenant un petit peu faire le point des blocs plus antérieurs, des blocs autour, on va dire, des blocs dits thoraciques qui se situent autour des muscles pectoraux et du muscle serratus. On va parler de PEX 1, de PEX 2. On entend aussi de temps en temps des gens qui parlent de PEX 3. Alors sachez que le PEX 3 n'a jamais été décrit et qui parle de PEX 3 pour parler du serratus plein bloc. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui. Le PEX1 a été décrit par Raphaël Blanco en 2011. Il consistait à injecter un anesthésique local entre le grand et le petit pectoral en essayant d'éviter, en tout cas en injectant autour de la branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, généralement 10 ml d'anesthésique local. On peut mettre un cathéter. Et en fait, quand on fait ce bloc, Raphaël Blanco s'est rendu compte que l'analgésie n'était vraiment pas efficace. Et aujourd'hui, la seule indication, à mon sens, que l'on peut garder de cette injection entre le grand et le petit pectoral, ben, ça va être pour assurer une analgésie des muscles pectoraux. Et quand est-ce que l'analgésie des muscles pectoraux est le plus intéressante? Lorsque, dans le cas de la chirurgie carcinologique, on va mettre en place une prothèse mammaire. Pourquoi? Parce que la prothèse mammaire, elle est glissée sous le muscle grand pectoral. Donc, il faut décoller ce muscle grand pectoral pour glisser la prothèse dessous. Dans notre institut, ben, finalement, l'injection interpectorale, donc le PEX1, n'est utilisé que dans cette indication. On peut discuter éventuellement, pourquoi pas, d'un bénéfice, mais il n'y a pas de données dans la littérature lorsqu'on a une tumeur qui est vraiment profonde et qui touche le fascia du muscle grand pectoral. Mais encore une fois, on n'a pas de données dans la littérature. Donc chez nous, pour faire simple, on ne parle plus de PEX1, on ne parle plus que de PEX ou de bloc interpectoral. Le PEX bloc, c'est une injection entre le grand pectoral et le petit pectoral, indication prothèse mammaire. Alors pourquoi on est arrivé là? Ben, on a essayé de confirmer ce qu'on pressentait, ce qu'on avait lu un peu à droite à gauche. Et donc on a réalisé une qui n'a pas été publiée, c'était vraiment entre nous. On a
j'ai eu la chance j'ai une équipe formidable au centre anticancéreux de Toulouse, puisque la plupart, enfin j'ai 10 volontaires de l'équipe, médecins anesthésistes pour la plupart, mais aussi du personnel du bloc opératoire, qui ont accepté de vivre une expérience. On a réalisé donc sous anesthésie locale la mise en place d'un cathéter interpectoral entre le grand et le petit pectoral. Et une fois que le cathéter était mis, eh bien, on est descendu à l'IRM et on a injecté 20 millilitres de sérum physiologique entre le grand et le petit pectoral. Et qu'est-ce qu'on a pu démontrer? On a pu démontrer que dans tous les cas, que le produit qu'on injectait entre le grand et le petit pectoral, eh bien, finalement, restait dans cet espace-là et à aucun moment ne diffusait au niveau du creux axillaire, à l'endroit où passent les branches cutanées latérales des nerfs intercostaux. D'ailleurs, ce papier de l'équipe de Pierre Beaulieu, canadienne, a bien montré que lorsqu'on faisait un bloc interpectoral, le PEX 1, ben finalement, on n'avait aucun dermatome, aucun bloc sensitif au niveau des dermatomes. Par contre, on avait un bloc moteur au niveau des nerfs, des muscles pectoraux. Donc, on retient que bloc pectoral, c'est pour endormir les muscles pectoraux, prothèse mammaire. Par la suite, Raphaël Blanco il s'est dit: «OK, ça ne marche pas, eh voyons si je fais une deuxième injection». Et donc il s'est dit: «Par rapport à ma première description de l'injection entre le grand et le petit pectoral, je vais rajouter une deuxième injection». Il a fait 2 injections et il a, maladroitement, je dirais, appelé ça le PEX 2. 2 parce qu'il y avait 2 injections. La deuxième injection de cette technique-là, se réalise entre le muscle petit pectoral et le muscle serratus. Beh, finalement, elle va être donc en superficie du serratus, à l'endroit où les branches cutanées latérales des nerfs intercostaux cheminent. Et donc, il est tout à fait logique d'avoir un bloc sensitif essentiellement au niveau de la deuxième, troisième, quatrième racine intercostale, puisque l'anesthésique locale a été injectée à l'endroit où passent ces nerfs. Malheureusement, ça a été appelé PEX bloc, et en fait, l'analgésie, oui, n'est absolument pas liée à un bloc des nerfs pectoraux, mais simplement à un bloc au niveau des nerfs intercostaux. Et pour aller un petit peu plus loin, il s'est dit: «OK, on a un bloc qui marche bien au niveau de la deuxième, troisième et quatrième racine intercostale, mais je vous ai dit, hein, la glande mammaire, ça va aussi 5 et 6». Et donc il a fait un bloc un peu plus distal au niveau de la ligne axillaire moyenne, entre le muscle, serratus et le muscle grand dorsal. Et il a appelé ce bloc le serratus plein bloc. Et il a démontré qu'on avait une extension métamérique un peu plus intéressante et permettait donc d'avoir une analgésie de toute de toute la glande mammaire. Alors cette injection, elle peut être faite, comme ça a été décrit par Raphaël Blanco, en superficie, mais elle peut être faite aussi sous le muscle serratus, que ce soit par voie latérale, comme sur ce travail, ou par voie antérieure. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter, si je vous montre la deuxième injection du PEX 2, c'est-à-dire d'injecter entre le muscle petit pectoral et le muscle serratus, on va injecter entre la côte, les intercostaux et le muscle serratus. Dans notre institut, on a pris le parti que les injections qu'on faisait autour du muscle serratus étaient systématiquement réalisées sous le muscle serratus. Pourquoi? Pour éviter d'injecter en superficie. Et l'injection en superficie, c'est à l'endroit où le chirurgien va aller chercher les ganglions en cas de curage ou le ganglion sentinelle et va vouloir repérer les différents nerfs qui passent, hein, donc qu'on a vu lors de la première partie de la présentation. Pour info, il faut savoir que dans certains centres, les chirurgiens stimulent au neurostimulateur les différents nerfs pour s'assurer que ce sont les bons nerfs. Donc, si on injecte un anesthésique local à ce niveau-là, ben, le repérage par neurostimulation devient beaucoup plus compliqué. Alors, lorsque je remontre ce schéma ici, ben, on comprend tout à fait par l'anatomie, avec ces nerfs intercostaux et ces branches cutanées latérales qui, au niveau de la ligne axillaire moyenne, vont perforer le muscle serratus. Quand vous pouvez faire une injection superficielle ou une injection profonde, ben, dans les deux cas, vous allez avoir une anesthésie de ces nerfs ici. Et pour bien comprendre un petit peu tout ça, j'ai réalisé un scan, une reconstruction, je dirais, panoramique du muscle serratus avec une reconstruction de différentes images qui ont été prises
dans différentes positions de la sonde. Je suis parti sur la partie antérieure du thorax et je suis descendu jusqu'au niveau de la ligne axillaire moyenne. Et lorsqu'on reconstruit un petit peu les différentes images, on va passer sur le schéma du bas parce que c'est quand même un peu plus explicite. Eh bien, sur la partie antérieure, on retrouve les muscles grand pectoral et petit pectoral. Et à partir de la troisième côte, on voit apparaître ce muscle serratus qui, lorsqu'on descend vers la ligne axillaire moyenne, ben finalement, c'est le seul muscle qui tapisse les côtes. Et vous comprenez avec ce schéma-là que si vous faites une injection en regard de la cinquième côte, que ce soit en superficie ou en profondeur, ou que si vous faites une injection un petit peu plus antérieure entre le serratus, le petit pectoral, ou entre le serratus et la troisième côte, ben vous voyez que le plan de diffusion est le même. Et on se retrouve finalement dans la même discussion que les tap blocs. On peut avoir des points de ponction différents, mais l'espace de diffusion sera relativement le même. Donc là, vous appelez ça le serratus plain block. Là, vous appelez ça le PEX2, en tout cas la deuxième injection du PEX2. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il vaut mieux qu'on garde l'injection autour du muscle serratus. On fait un bloc du muscle serratus, qui soit superficiel ou profond, et ça permet un petit peu de lever toute ambiguïté. Chez nous, donc, je vous l'ai dit, on aime bien injecter sous le muscle serratus, et au lieu d'utiliser cette injection superficielle, on va faire une injection profonde pour pour harmoniser nos pratiques, et notamment que ce soit très clair au niveau des différents collègues et au niveau des infirmières anesthésistes, toutes nos injections sous le muscle serratus s'appellent un USB, comme la clé USB. C'est facile à se souvenir pour Underneath Serratus Block, bloc sous le muscle serratus. Et on peut faire un bloc sous le muscle serratus par voie antérieure, comme vous allez voir sur cette vidéo ici. Donc vous avez la tête du patient qui est là, l'épaule droite qui est ici, et on fait une injection à l'endroit où on va avoir donc le grand pectoral, le petit pectoral, et on voit apparaître à ce niveau, au niveau de la côte, un troisième plan musculaire qui est ici, qui est le plan du muscle serratus qui commence. Donc, si je mets la vidéo, en fait, vous allez voir l'aiguille qui va arriver au niveau donc, de la gauche de l'écran, voilà, qui traverse le grand pectoral, le petit pectoral. À ce niveau-là, on serait entre l'injection entre petit pectoral et serratus, et on va continuer d'avancer l'aiguille pour venir sous le muscle serratus. La plèvre est ici, hein, on le sait, on est au niveau des intercostaux, et on va injecter l'anesthésique locale sous le muscle serratus. C'est ce type de bloc que l'on fait systématiquement pour nos chirurgies non invasives, enfin non invasives, en tout cas conservatrices, type tumorectomie avec ganglion sentinelle ou curage axillaire. On peut également réaliser une injection par voie latérale et faire une injection un peu plus en regard de la cinquième côte. C'est ce qu'on appelle donc un bloc USB par voie latérale. Alors, que vous avez ici. Donc, la tête du patient est à droite, son épaule, le bras à 90 degrés. Et on va donc injecter l'anesthésique locale. Dans le plan des ultrasons, vous avez une côte, la plèvre, une deuxième côte, les muscles intercostaux ici, et vous voyez que sur la partie, le seul plan musculaire à ce niveau-là que vous avez qui tapisse les différentes côtes, c'est le muscle serratus. Alors faites attention quand même chez les gens minces comme on avait ici, parce qu'on est juste à 1 centimètre, c'est très, très superficiel, et il faut vraiment s'assurer de voir l'aiguille avant d'avancer l'aiguille pour éviter le pneumothorax. On va donc passer le muscle serratus et venir au contact de la côte pour injecter l'anesthésique locale et avoir une diffusion sur plusieurs dermatomes de l'anesthésique locale. Généralement, les études ont montré qu'une seule injection suffisait à ce niveau pour avoir une efficacité intéressante. Donc, en clair, si je reprends notre coupe IRM fait chez les volontaires de mon équipe, ben, finalement, on voit ce muscle serratus et on a 4 points de ponction possibles. Soit on privilégie la voie antérieure et on peut injecter en superficie ou en profondeur. Donc ça va être intéressant quand on veut avoir, notamment quand on va réaliser un geste dans le creux axillaire, puisqu'on a plus de chances d'obtenir une analgésie de la deuxième racine intercostale. Si vous ne faites pas de geste axillaire, ou si vous faites une mastectomie et que vous voulez à ce moment-là privilégier l'analgésie au niveau du sein, on peut faire une injection plus latérale autour du muscle serratus, toujours pareil en superficie ou en profondeur. Jérôme Cross de Limoges a bien démontré que réaliser un bloc interpectoral pour de l'analgésie et la chirurgie du sein ne servait à rien.
Donc, dans cette étude, quand même, avec un nombre de patients conséquent, étude prospective randomisée, en interpectoral versus un placebo, mais sur de l'analgésie post-opératoire, il n'y avait aucune différence, que ce soit sur les scores de douleur ou que ce soit sur la consommation de morphine. Alors, la problématique de la littérature, c'est qu'aujourd'hui, on parle de PEX block. Et dans les PEX block, ben, la littérature reprend à la fois le PEX 1, l'interpectoral, et le PEX 2. Et c'est difficile d'arriver à faire la différence entre PEX 1 et PEX 2 au niveau de la littérature. Donc ça, c'est un point important lorsqu'on veut analyser par la suite les données de la littérature. Donc le PEX bloc interpectoral ne sert à rien pour de l'analgésie post-opératoire au niveau de la chirurgie du sein. À ce jour, toutes les études vont dans ce sens-là. En revanche, une injection autour du muscle serratus, donc dans cette étude de 2019 publiée dans Regional Anesthesia Pain Medicine, les auteurs ont comparé 30 millilitres injectés donc, par voie latérale sur le niveau de la ligne axillaire moyenne sous le muscle serratus, une seule injection versus pas de bloc. Et dans cette étude, ils ont montré que la consommation d'opiacés dans les 24 premières heures, la consommation de morphine post-opératoire était significativement et statistiquement significativement plus intéressante et dans le groupe étudié que dans le groupe contrôle. Lorsqu'on rajoute les scores de douleur, on voit très clairement des scores de douleur inférieurs dans le groupe ALR par injection sous le muscle serratus que dans le groupe placebo. Alors, faut-il faire une injection, deux injections en superficie, en profondeur? Ici, vous avez une étude cadavérique publiée en 2018 où ben, finalement, on se rend compte que vous fassiez une injection superficielle ou profonde, ben, finalement, la diffusion est la même, donc il n'y a pas de différence. Faut-il faire deux injections par rapport à une seule injection? On voit sur ces résultats-là que la diffusion elle est un peu plus grande lorsqu'on fait deux injections par rapport à une seule. Ceci étant, si on se tient uniquement à l'analgésie pour la chirurgie du sein, où on a besoin d'avoir de la deuxième à la sixième racine intercostale, et bien, finalement, on se rend compte que on peut tout à fait avoir une diffusion suffisante avec une seule injection. Faut-il faire 20 ou 40 millilitres? Autre papier publié en 2017, ben, les auteurs ont montré que quand on augmentait le volume, on avait une meilleure extension du bloc sensitif. Ça paraît tout à fait évident. Mais ce qui est très, très intéressant dans cette étude, c'est que lorsque l'on compare sur le plan clinique à quel délai on avait besoin d'une analgésie de secours en post-opératoire, il n'y avait aucune différence entre les groupes. Ce qui fait qu'on peut retenir aujourd'hui qu'une injection autour du muscle serratus, une seule injection suffit, 20 ml d'anesthésique locale suffit, que vous vouliez injecter en superficie ou en profondeur, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Je répète juste pourquoi nous, on a choisi d'injecter sous le muscle serratus, afin que l'anesthésique locale ne soit pas en contact avec les gants du chirurgien à l'endroit où il va disséquer le creux axillaire. Alors, on voit apparaître de plus en plus des méta-analyses. Je vous ai mis celle-là de 2019. Lorsqu'on regarde la douleur au repos et la douleur à la mobilisation, ben, la quasi-totalité des études, en tout cas la méta-analyse, conclut que les techniques, le bloc autour du muscle serratus était plus intéressant que le bloc, que le placebo. Plus intéressant encore, c'est qu'on commence à voir apparaître des données et des méta-analyses qui, lorsqu'on compare cette injection autour du serratus, là en l'occurrence par voie latérale, et qu'on la compare au bloc paravertébral, eh bien, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Une méta-analyse récente publiée en 2020 va un petit peu va donner un petit peu les mêmes réponses. Là, on compare le bloc paravertébral à ces blocs, donc les PEX blocs qui renferment à la fois le PEX 1 et le PEX 2, et on se rend compte que sur la consommation de morphine des 24 premières heures, il n'y a aucune différence entre les deux. De la même façon, on a les mêmes résultats sur le délai à partir duquel on a besoin d'une analgésie de secours entre les deux groupes. Et pas de différence sur les nausées, vomissements post-opératoires, si bien que la conclusion des auteurs de cette méta-analyse, elle est sans appel, hein, et, enfin, en tout cas, ils disent que le choix de la technique dépend finalement de l'expérience du médecin et de la politique que vous avez dans votre institut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait pas faire passer ce message faute de preuves scientifiques, mais globalement, pour tous les gens qui ne savent pas ou qui n'osent pas faire un bloc paravertébral, ben, on peut dire aujourd'hui que pour la chirurgie
carcinologique du sein, réaliser un bloc autour du serratus, ben, c'est aussi efficace, que ce soit en termes de score de douleur, en termes de consommation de morphine ou en termes de risque de nausée et vomissement post-opératoire. Alors, dans la même méta-analyse, il y avait quand même un petit paragraphe où ils ont essayé de comparer le bloc érecteur du rachis avec le bloc, les fameux blocs type PEX bloc. Alors, il n'y a pas beaucoup de patients, c'est vraiment une petite méta-analyse, mais dans cette méta-analyse-là, si on regarde la consommation morphinique au cours des 24 premières heures, eh ben, les données semblent être plus en faveur de l'injection autour du serratus que d'aller faire un bloc érecteur du rachis. Je pense que ça nécessite encore d'être confirmé par la suite. Si bien que finalement, dans un des numéros assez récents de Current Opinion in Anesthesiology de 2020, les auteurs concluent que ce fameux PEX2, donc cette injection sous le petit pectoral, entre le petit pectoral et le muscle serratus, devient finalement le bloc permet d'avoir une analgésie des nerfs qui sont essentiels dans la chirurgie du sein et qui permettent donc c'est la meilleure option comme technique pour réduire ou éviter les opiacés, qu'ils soient per ou post-opératoires, grâce à une injection à l'aide de l'échographie. Alors pour être tout à fait clair et terminer ma présentation et rester dans les délais, il faut quand même montrer des publications. Ça, c'est une publication de Barrington, toujours de 2020. Vous voyez que la littérature, elle est vraiment récente, où ils ont comparé ces fameuses injections dites PEX-Block, qui regroupent un peu tous ces types d'injections, à l'infiltration faite par le chirurgien. Et dans cette étude-là, ben, finalement, lorsqu'on regarde les scores de douleur et lorsqu'on regarde les scores de qualité de récupération post-opératoire, il n'y avait pas de différence entre le bloc réalisé par l'anesthésiste et le bloc réalisé par le chirurgien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il me semble fondamental que dans chaque centre, vous puissiez adapter vos pratiques et que vous puissiez choisir vos techniques en fonction des conditions dans lesquelles vous réalisez les interventions, en fonction de vos patients, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos chirurgiens, et que la réalité des recommandations ou de la littérature ben, fait que des fois, on n'est pas dans le même, on n'est pas obligé de les suivre. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on regarde les recommandations prospectes par la Société européenne d'anesthésie loco-régionale, pour la chirurgie type tumorectomie, ils ne recommandent que des infiltrations par le chirurgien. J'ai pas eu le temps de le faire volontairement, mais nous avons réalisé dans le service une évaluation des pratiques professionnelles, puisque en 2015, on ne mettait que de l'analgésie intraveineuse opératoire et aucune technique d'anesthésie ni d'analgésie loco-régionale. Et on avait démontré qu'on avait 43% de consommation de morphine en salle de réveil et 40% des gens qui gardaient des douleurs 3 mois après. On a réfléchi au sein de l'équipe et on a décidé de faire systématiquement une injection sous le muscle serratus par voie antérieure. Et on a refait la même évaluation. Et on a démontré qu'on avait réduit la consommation, la titration de morphine en salle de réveil, elle était tombée à 18% au lieu de 43%, et qu'on était à 31% de douleur à 3 mois versus 40%. Ça veut dire qu'il est important que vous fassiez vous-même vos propres expériences et voir, faites vos propres évaluations dans vos propres services et pour voir s'il est licite. Et si vous êtes satisfait avec les techniques faites par le chirurgien, elles sont tout à fait recevables et cette étude le montre. Donc pour terminer, voilà un tableau de synthèse que j'essaie de mettre à jour avec les données de la littérature de plus en plus. Vous avez le bloc de référence, l'alternative. En tout cas, c'est ce que nous pratiquons dans notre centre, le centre Claudius Rego à Toulouse. Dans le cas de la mastectomie, le paravertébral reste le bloc de référence, mais de plus en plus, on est passé au bloc avec, sous les muscles érecteurs du rachis. En cas de complications où le patient qui est pusillanime et qui ne veut pas qu'on fasse un bloc éveillé, à ce moment-là, on fait un bloc par voie latérale au niveau du serratus et on rajoute une infiltration parasternale pour avoir un équivalent de bloc paravertébral. En cas de prothèse mammaire, c'est le seul cas où on fait une injection entre le grand et le petit pectoral. Et pour tout ce qui est chirurgie conservatrice type tumorectomie, avec ou pas un geste type curage axillaire ou ganglion sentinelle, en première intention, on fait un bloc serratus par voie antérieure, donc sous le muscle serratus par voie antérieure, et éventuellement, l'alternative serait de faire un bloc par voie latérale.
Voilà, j'en ai terminé. Je finirai juste pour rappeler que sur le site d'IALR, pour les membres d'IALR, vous avez la possibilité de télécharger ce poster qui reprend un petit peu l'anatomie et les différents blocs dont je viens vous parler, avec le tableau qui n'a pas été remis à jour récemment. Donc là, il faudra qu'on y travaille avec le groupe IALR, mais ça vous permet un petit peu de repositionner tout ce que je viens vous dire. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Régis. Merci Régis, c'était comme d'habitude parfait. Dans le timing et dans l'expression et dans les données sont bien synthétisées. C'est pas facile sur 30-40 minutes d'aborder tout ça. Merci beaucoup Régis, à la fois ton expérience et ta connaissance sont des mines d'or pour tout le monde et beaucoup de très bonnes réactions, en tout cas des questions en tout cas qui montrent que c'est un tool très pratique. Alors effectivement, tu as fait un tour de... Tu as commencé par les recteurs du rachis d'ailleurs. Tu as commencé par les recteurs du rachis avant de parler un peu des blocs plus distaux, je dirais. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une foule de publications, comme tu l'as dit, sur les recteurs du rachis. Moi, j'ai une question pour lancer un peu la discussion avant de lancer deux, trois questions qui ont été posées par l'auditoire. Il y a un papier qui va sortir dans RAPM prochainement. C'est la résorption, en fait, des analytiques locaux qui est totalement méconnue dans ce bloc et pour avoir eu accès à ce papier, c'était de la lidocaïne pour de la chirurgie du rachis. Et la résorption, elle est impressionnante. C'est-à-dire, en fait, on a dans les 5-6 minutes qui suivent l'injection, il y a une résorption plasmatique qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas de toxicité systémique, mais on sent bien qu'il y a un pic immédiat avec ensuite, ça ressemble un peu à un bloc interpleural. Alors, ça interpelle parce que ça, très peu de gens ont exploré cette voie dans l'analgésie, tu vois. C'est à prendre en compte, on a eu les mêmes travaux, je ne sais pas si tu te souviens, avec le TAP block, notamment, il y a des études qui ont comparé le TAP avec le QLB et l'injection au niveau des muscles grand droit. On sait que dans le TAP block, il y a une résorption bien plus importante des anesthésiques locaux. Alors, le papier qui va sortir, moi, je n'ai pas eu accès, donc je ne vais pas en parler. Mais ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Peut-être que finalement, l'efficacité de ce bloc des érecteurs du rachis, c'est simplement un effet systémique des anesthésiques locaux et qu'avec de l'axilo-IV, peut-être qu'on ferait aussi bien. Ça, c'est Non, à… disons, parce qu'en fait, on néglige un peu souvent cet aspect de l'anesthésie loco-régionale. Là, c'était de la lidocaïne. Bon, après, il y a l'effet analgésique, mais on est vraiment un peu dans l'incertitude sur le mécanisme, tu l'as bien évoqué. Ouais, c'est ça. Sur ce bloc, on revient en arrière, on repart en avant pour bloquer un nerf spinal et les ganglions rachidiens pour un analgésie. Enfin, il faut rentrer dans l'espace paravertébral, on ne peut pas faire autrement. Enfin, Voilà. Bon, Alors après, est-ce que l'anesthésique diffuse alors qu'on injecte à ouais, distance? mais Il y a des… souvent, ils diffusent Avec sur les un niveau, fascias. deux niveaux. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, souvent, je pense qu'il y a un mécanisme interfacial parce qu'on sait très bien que le serratus, la connexion du fascia est en connexion avec l'élévateur de la scapula, avec le trapèze, avec le pectoral en avant. Donc, en fait, ces mécanismes sont en interconnexion et bloqués peut-être un des fascias en communication avec les autres. C'est probablement un des mécanismes qui est souvent Il y a négligé. des, il y a des papiers Ouais, qui vont dans ce pardon, sens. oui. Il y a des papiers Oui, qui vont dans ce sens que je n'ai pas ouais, présenté, je n'avais pas le temps, tout à mais fait, tu n'avais pas le temps, mais c'est un peu ça. de diffusion par les fascias. Question pratique, là, c'est volume, dose, par exemple, pour un serratus ou pour un érecteur du rachis. Moi, c'est très simple, c'est 20 millilitres ropivacaïne, 2 milligrammes par millilitre. Point barre. Les deux, tu fais ça, on est tranquille, c'est réglé, on n'en parle plus. Parfait. Après je peux être amené à cumuler, hein, c'est-à-dire que, par exemple, si je rajoute un bloc interpectoral, ça fait 10 millilitres en plus. Hum, Si je ne fais pas un paravertébral ou un érecteur du rachis, que j'ai une mastectomie, ben, je vais faire l'infiltration parasternale, je vais faire… Mais avec la ropivacaïne 2 milligrammes par millilitre, l'intérêt, c'est que même si j'ai un patient de 40 kilos, je peux aller jusqu'à 120 milligrammes, ça me fait hum. 60 millilitres. J'ai une marge de sécurité qui est quand même assez intéressante. Et une bilatérale, mastectomie bilatérale, tu proposes? Pareil, on fait D'accord. mastectomie bilatérale, on fait soit paravertébrale bilatérale, soit érecteur du rachis bilatéral. On a quand même quelques passages en péridurale, donc au niveau Ouais. tensionnel, de temps en temps, on le voit, même si j'en ai beaucoup moins maintenant que je suis passé à la ropivacaïne 2 milligrammes par millilitre. Il y a encore quelques temps, on faisait de la 3,75 et j'avais quand même plus souvent quelques baisses de tension. Par contre, ce que j'ai encore assez souvent, surtout sur des paravertébraux assez hauts, ce sont des clots de Bernard Horner, donc c'est assez Oui. rigolo, qui montrent que finalement, ben, il faut juste prévenir le patient pour qu'il soit pas inquiet de sa paupière qui tombe, mais c'est essentiellement
ces effets indésirables qu'on a. On en a encore eu un il n'y a pas très longtemps là. Il y a une question en fait, parce que sur certains endroits, il n'y a pas de la Ropi, donc il y a de la bupivacaïne. Je pense avec la 0,25, même Oui, la 0,125, on a des volumes d'analgésie, dans le cas d'analgésie multimodale, en plus relativement efficace avec ces mêmes volumes et ces deux doses. Euh, dans les tumeurs du cadran médial, tu n'es pas bloqué par le Serratus alors, seul? ce qui est bien démontré, je l'ai volontairement pas fait là parce que j'en avais pas le temps, mais ce qui fait mal dans la chirurgie du sein, c'est le geste essentiellement au niveau, du creux axillaire. Donc ce qui fait que d'ailleurs, ce qui explique pourquoi on a choisi de faire une injection, sous le muscle, serratus par voie antérieure, assez haute, pour avoir la deuxième racine intercostale. Heu, la chirurgie purement mammaire, elle est probablement moins elle nécessite moins d'avoir un recours à ces techniques-là. Donc jusqu'à présent, on avait l'habitude de dire: «Bon, mais quand c'est une tumorectomie simple», ce qui est quand même assez rare chez nous, hein, il y a un geste axillaire dans 80 au moins 80 des cas. Quand c'est juste une chirurgie type tumorectomie sans autres signes, on peut peut-être demander au chirurgien d'infiltrer. Le problème de l'infiltration, c'est qu'on ne sait pas en fait, c'est vraiment personne dépendante et actuellement, on aurait tendance à avoir un retour des infirmières de salle de réveil qui sont souvent celles qui nous alertent, comme quoi quand même, il semblerait que les patients aient quand même quelques petites douleurs avec les infiltrations. Donc on se pose la question d'étendre, systématiquement ces blocs-là. Mais tu as raison, anatomiquement, le fait de faire une injection latérale, on ne couvre pas les rameaux sensitifs, internes. Mais vraiment, il faut surtout, surtout privilégier, le geste axillaire. C'est ce qui est responsable de douleurs post-opératoires et de douleurs à distance. Tu as raison. Dans le cadre des patientes qui ont été déjà opérées, qui ont une mastectomie par exemple, souvent ou de la radiothérapie associée ou de la curie, on a souvent des atrophies en fait musculaires du grand pectoral qui est secondaire à ces différentes agressions, on va dire. Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que c'est plus compliqué? Non? Techniquement, de repérer ou pas? Non? Non, après les techniques de reconstruction, c'est pour les reconstructions, tu parles? Pour les serratus aussi, tu as des atrophies qui s'installent après les chirurgies souvent. Et est-ce que tu ouais, pour les reconstructions, oui, Pour les reconstructions. reconstructions. Alors après, ça dépend ce qu'ils mettent. Si, en fonction un petit peu de la morphologie des patientes, c'est soit, par prothèse, auquel cas, comme je disais, on fait une injection interpectorale, soit des, reconstructions type lambeau grand dorsal ou, des DIEP. C'est-à-dire ils montent Mmh. des muscles grand droit. On n'a pas de bloc spécifique par ça. Alors chez nous, souvent quand même, c'est fait en première intention. C'est-à-dire qu'il y a la mastectomie et la reconstruction qui se fait, en un temps. On voit de tout, on fait pas trop de reconstruction chez nous, c'est plutôt, à l'hôpital d'en face que ça se fait. Donc les reconstructions qu'on fait sont bien souvent des reconstructions en un seul temps. Donc j'ai pas trop cette problématique-là. Par contre, on a souvent des reprises pour élargissement de tumorectomie. Donc n'oublions pas qu'une fois qu'on a fait une incision, à un endroit, ben, on favorise la douleur neuropathique et même si ce n'est qu'un «petit élargissement» entre guillemets, souvent on se dit: «Bon, ben, c'est une petite chirurgie», sauf qu'on réincise un endroit où le patient a déjà été incisé et ça peut être à l'origine d'un certain nombre de douleurs. Tout à fait. Il y a une, deux, trois, on repart sur le cadran médial. Tu sais il avait été évoqué de faire des blocs sous le muscle grand pectoral à la race parasternale, tu sais, pour compléter l'analgésie en médial. Il y a des questions à ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu refais quand même ou pas? Alors, Non. nous, on fait sur une tumorectomie du cadran médial, non. J'ai répondu tout à l'heure, D'accord, ok. Donc c'est on non. gère vraiment la partie externe. Par contre, sur les mastectomies, si je ne fais pas un érecteur du rachis ou un paravertébral, si je fais un serratus par voie latérale, par exemple, je rajoute systématiquement une infiltration parasternale. Il y a des papiers, enfin, il y a un papier en tout cas qui a été publié dans le BGA il y a quelques années, qui a montré que, cette injection, alors il le faisait sous écho, avec le risque d'aller, chercher les artères qu'il y a en profondeur au contact de la plèvre. Enfin, moi je pense qu'une infiltration parasternale, anatomiquement, ça suffit largement, Ouais, c'est ça. avait montré qu'on avait un bénéfice dans la mastectomie par rapport à une injection autour du serratus. Donc sur de la mastectomie, j'ai tendance à faire une infiltration parasternale. Si on veut vraiment être complet, mais là, il y a zéro data, il y a aussi des rameaux des nerfs supraclaviculaires qui descendent sur la partie supérieure du sein. Donc, à un moment, je m'amusais enfin, je m'amusais, j'infiltrais sous la en sous-claviculaire, en sous-cutané.
Mais là, c'est zéro donné dans la littérature. Donc, Ouais, c'est ça. Si on peut même plus complet, on a même des rameaux contralatérales qui peuvent aller ouais, c'est ça. ça va être très compliqué. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Donc, peut-être pour avancer, avant de terminer un petit peu, je crois qu'en termes de douleur, est-ce que tu as des données, est-ce que la douleur chronique semble contrôlée, en tout cas, par ces types d'ALR périphériques que tu fais pour l'analgésie aiguë post-opératoire? Alors, on aurait posé la question il y a 1 ou 2 mois, j'aurais dit, qu'il y a une méta-analyse qui avait montré que peut-être sur la douleur chronique, ça pouvait cérébrale pouvait être intéressante. Malheureusement, les données étaient vraiment, très, très limitées et il se trouve que, il y a un papier qui est in press, je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans Regional Anesthesia Pain Medicine, si je dis pas de bêtises, qui devrait sortir en 2021. C'est une équipe, chinoise. Ils ont comparé bloc paravertébral. Alors eux, ils font, 4 ponctions de 5 millilitres versus placebo et ils ont évalué la douleur à distance, c'est-à-dire jusqu'à 1 an après. Mmh. Pour la première fois on a une étude prospective randomisée en double insu qui démontre que la réalisation d'un bloc paravertébral pour la chirurgie diminue le risque de douleur à 6 mois, pas 1 an, mais à 6 mois, chez ces patients-là, avec une diminution de la douleur, type neuropathique, avec d'autant plus qu'il y avait un index de masse corporelle inférieur à 25, donc des gens plutôt, minces Ouais, et d'autant plus, c'était surtout, mis en évidence dans le cadre de la mastectomie, mais pas dans le cadre de la tumorectomie. Donc d'accord. aujourd'hui, on peut non seulement avoir suffisamment de données pour dire dans la mastectomie en post-opératoire immédiat, le bloc paravertébral, c'est intéressant sur les 48 premières heures, mais on rejoint ce qui a été démontré pour la prothèse totale de genou, ce qui fait que si vous êtes capable de calmer les douleurs dans les 48 premières heures, vous diminuez le risque d'avoir une chronicisation de la douleur. Donc il faut vraiment être hyper efficace ces 48 premières heures parce que probablement tout se joue à ce niveau-là en termes de mémorisation de la douleur, en termes de peut-être de soupe inflammatoire et de médiateur. Et voilà, donc aujourd'hui, avec ce papier-là, ça va encore plus dans le sens de ce qu'on pensait, c'est-à-dire que oui, on peut avoir un effet sur la douleur chronique grâce à une prise en charge optimale de la douleur dans les 48 premières heures. Bon, c'est bien, c'est un élément qui conclut par rapport à ma présentation où tu avais abordé effectivement la douleur aiguë, qui est le chemin souvent compliqué de ces patientes, dont la douleur chronique est un élément fondamental, en particulier sur les multiples interventions, reprises, et cetera, qui sont souvent un obstacle et une peur, une difficulté même simplement à aborder oui, tu dis quelque chose? Oh, oui, non, je voulais juste te dire que, alors on sort un tout petit peu, mais pas trop, on utilise aussi ces techniques avec des cathéters sur de la douleur chronique, J'ai entendu. par Voilà. exemple, des dames qui ont un cancer du sein avec des métastases par envahissement, notamment des côtes, ça nous arrive assez souvent avec des métastases osseuses qui sont extrêmement douloureuses et il m'est arrivé de mettre en place des, ca alors avant on mettait des cathéters paravertébraux. Maintenant, j'avoue que je mets plus facilement des cathéters sous les muscles érecteurs du rachis. C'est des cathéters qu'on laisse, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, Mmh. on a même eu, un cathé paravertébral pendant 1 an avec des résultats qui sont extrêmement, intéressants. Donc, je pense qu'aujourd'hui et ça va d'ailleurs dans les dernières recommandations, qui sont apparues cette année en 2020 sur la prise en charge de la douleur, cancéreuse et de la douleur chronique, les techniques d'analgésie loco-régionale apparaissent enfin comme des alternatives, au traitement habituel. Je pense que les cathéters dans ces interfaciaux là qui vont apparaître font vraiment. Nous, on met des cathéters pour les reconstructions, pour les lambeaux de grand dorsal en particulier sur les érecteurs du rachis. Et franchement, on a un gain quand même qui est quand même assez conséquent sur des. Souvent, après des gros remaniements Ouais. chirurgicaux, c'est un peu compliqué. Dernière question, parce que tu l'as évoqué, je crois, en ton topo. Euh, Vous le faites les blocs avant, bien sûr, et vous endormez les patientes. Vous faites de la sédation ou des sédations locales ou c'est anesthésie générale? Alors, notre pratique est simple. Tout ce qui est bloc postérieur, donc bloc paravertébral, bloc érecteur du rachis, on les fait chez patientes éveillées. D'accord. Pourquoi? Parce que l'aiguille est directement en contact des racines, dans l'espace, paravertébral, autour et pour ce qui est de l'érecteur du rachis, c'est vrai qu'on est plus postérieur, mais endormir un patient, le mettre en décubitus latéral, dans la mesure où en plus nous 99 de nos chirurgies, quelles qu'elles soient, du sein se font sous masque laryngé, sauf contre-indication. Ce qui fait que, ben, tourner un patient avec un masque laryngé pour aller lui faire dans le dos, non. En revanche, tous les blocs, de diffusion autour du serratus, se font systématiquement sous anesthésie générale
parce que c'est comme un tab-bloc. On considère que c'est un bloc de diffusion, qu'on n'est pas directement au contact du nerf, mais il y a des éléments nerveux, bien sûr, qui passent dans le coin, qu'on ne peut pas de toute façon voir. Donc, cela, on endort les patients, masque laryngé et on fait le bloc secondairement, que ce soit le serratus par voie antérieure, par voie latérale ou les infiltrations parasternales. C'est une chose importante à dire, c'est qu'effectivement, faire une chirurgie mastectomie seule, enfin sous bloc seul, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Ça s'est fait. Encore faut-il que les connexions sont larges, il faut que les blocs soient d'une qualité extraordinaire. C'est plus propice aux paravertébraux, voire au péridural, qu'un bloc de diffusion pariétale, comme tu as pu décrire. Enfin, je le dis parce que ça a été évoqué. Je trouve que le confort des patients doit être maximal en opératoire. C'est trop compliqué et pas honnête vis-à-vis des patients de ne pas vouloir endormir une dame sous prétexte qu'on a fait une bonne locale. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental en termes de discussion. Et rappelez juste que ça reste une amputation, hein, la Ouais, mastectomie. ça reste une C'est amputation. souvent très, très mal vécu pour les patientes, par les Tu patients. mets des adjuvants ou pas dans tes blocs Nous, on fait 8 milligrammes de dexaméthasone IV. IV? Donc, pas de clonidine, pas de choses comme ça, on est d'accord. Moins on mélange, moins on a de risque On est infection. d'accord, c'est parfait. Voilà, ben, je crois qu'on a fait un tour d'horizon remarquable, hein. Il y avait une question sur la chirurgie thoracique, quel est le choix, mais bon, c'est pas volontairement la personne, je ne sais pas si elle est encore en ligne, on ne va pas l'aborder parce que ce n'est pas le topic ce soir. On le fera un jour avec un autre orateur, je ne donne pas son nom, mais ça va être fait un jour pour les blocs de paroi pour la chirurgie thoracique. Donc ce sera un autre sujet, j'espère que vous serez encore nombreux avec nous. Je tiens à remercier encore Régis de la qualité de présentation et de l'iconographie. Ce sera en accès disons demain probablement sur la chaîne YouTube, en replay bien sûr. Vous aurez accès à toutes les données sont marquées, donc les papiers, tu les as bien identifiés pour avoir les références, pour accéder aux références éventuellement pour compléter vos connaissances. Et je n'ai plus qu'à remercier Régis, remercier aussi Indivox pour leur qualité de présentation, de travail, en tout cas de connexion en tout cas pour ce soir. Et merci à vous toutes et à vous tous de vous être connectés encore très nombreux ce soir. On vous attend pour une très prochaine session en ligne. Je vous remercie. Bonne soirée et à très bientôt et ALR mon vôtre. Merci Régis, merci Encore. encore.